pense que l'année 2025, on va vivre un moment où est-ce que pour la première fois, il va y avoir une symbiose quasi parfaite, je dirais, entre le créateur et le direct response marketer. On vit dans un monde maintenant où est-ce que la plupart des choses qui doivent être faites manuellement, on peut les déléguer et on est davantage dans un monde d'artistes maintenant où est-ce qu'on peut penser, visionner des choses, avoir des idées en tête et laisser les machines le faire un petit peu à notre place, que ce soit dans les traitements de texte, que ce soit dans des présentations PowerPoint, que ce soit dans du reporting, que ce soit dans de la création de contenu. Et je pense qu'on arrive vraiment à cette symbiose-là 2025. Salut Antoine, bienvenue dans le rendez-vous marketing. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait une bonne année que tu n'es plus venu, voire 2 ans. De ton côté aussi, on te voit de moins en moins sur des podcasts marketing. Ben écoute, je vais en refaire un peu plus. Là. Je pense que je vais être impliqué un peu plus dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que on dirait qu'il y a des saisons un petit peu à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des saisons qu'on est davantage en train de faire du marketing, on est des saisons qu'on est davantage en train de faire du développement, on est des saisons qu'on est davantage en train de faire des opérations. Là, je suis dans une saison davantage d'opérations, de marketing, tout ça. Donc, je pense que je vais avoir plus de choses à dire. Puis d'ailleurs, tu m'excuseras à ton audience, Danilo. J'ai un petit rhume en ce moment, donc si j'ai la voix embrouillée, va falloir qu'il me pardonne. Mais ouais, je suis content de faire un podcast avec toi. Puis pour les gens qui ne le savent pas, on est littéralement dans le même bureau au moment où on se parle à Barcelone. On a juste 2 studios un peu différents, mais c'est bon qu'on soit un peu plus rapprochés maintenant. C'est clair, j'aurai bientôt un bureau comme le tien dans quelques semaines pour pouvoir faire des enregistrements comme celui-ci. Et avec un meilleur setup que ce que j'ai actuellement, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, vraiment content de t'avoir. Et c'est vrai que je t'ai écouté sur Social Scaling, qui est un de vos podcasts. Vous avez, je pense, 4 podcasts actuellement chez J7, dont Social Scaling, qui est animé par Antoine Dalmas, ton collègue, qui gère tout le marketing chez J7. Et tu nous as parlé un peu de tout ce qui est le dernier rapport financier de Meta. T'as quand même remarqué, comme beaucoup, je pense, que la tendance c'est AI, et qu'il y a beaucoup de choses qui revenaient à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu observes à la fois chez J7 ou via ce rapport des tendances particulières pour la pub Meta en 2025 ? Comment tu la vois évoluer cette année ? Ben, écoute, je pense que ça devient un moment excessivement intéressant, excitant même, je pense, dans toute cette évolution-là qu'on a pu vivre depuis plusieurs années. Je pense que c'est allé à un petit pas à la fois, je dirais. Puis là, je pense qu'il va y avoir des grosses accélérations qui vont se faire vivre dans les prochaines années. Et qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que si on prend le Direct Response Marketer à la base, c'était quoi son rôle? Son rôle, c'était de prendre des campagnes, de les intégrer dans une plateforme de publicité et de trouver des actions qui peuvent faire du sens pour générer un maximum de résultats, que ce soit en choisissant les bonnes audiences, les bons paramètres de campagne, les bons objectifs de campagne, etc. À travers le temps, il y a eu une simplification qui s'est mise en place. Si on se rappelle, il y a eu la première chose qui a vraiment chamboulé beaucoup les gens, ça a été le Power 5. Donc ça, on remonte à 2019, là, littéralement. Meta dit, arrêtez de faire des campagnes en visant des audiences spécifiques avec le ABO, travaillez avec le CBO. Ça a été un premier point. Assurez-vous d'avoir un compte qui est simplifié. Ayez le moins de campagnes possible pour faire en sorte que l'algorithme soit capable de travailler le mieux possible. Ça a été une approche. Par la suite, il y a eu le Dynamic Creative qui s'est mis en place. Donc, ils se sont dit, hey, donnez-nous les textes, donnez-nous les visuels, nous, on va faire le travail pour vous. Il y a eu ça qui s'est mis en place. Il y a à peu près 2 ans de ça, maintenant, il y a eu une nouvelle avancée. Il y a eu le Advantage Plus, qui est un mix encore d'intelligence artificielle relié à la plateforme Meta pour trouver encore plus facilement des acheteurs. Et là, c'est encore plus simple maintenant. Tu as une seule audience, tu lui mets les pubs et il fait le travail à ta place. Donc, il faut, pour bien comprendre, je pense, où est-ce qu'on s'en va, il faut revenir un petit peu dans le passé puis voir où est-ce qu'on a été. Et cette évolution-là a été marquée par plusieurs chamboulements, un après l'autre. Et selon moi, on arrive tranquillement à un moment dans l'existence des campagnes en ligne de plus en plus où est-ce qu'il va y avoir plus que jamais une symbiose qui va se mettre en place entre le Direct Response Marketer et le créateur de contenu. Parce que si tu prends un pas de recul, un petit peu le Direct Response Marketer, au moment où on se parle, ou le Media Buyer, peu importe le nom qu'on lui donne, son rôle a diamétralement changé. On en a parlé plusieurs fois sur nos podcasts. J'imagine que tu en as parlé également sur tes podcasts, où est-ce qu'on parle de ce rôle de conseil, de devenir un trusted advisor, de comprendre c'est quoi une dynamique financière, de comprendre c'est quoi une fondation financière, de comprendre c'est quoi un Profitix avec un client. Il y a plusieurs choses vraiment à définir. Mais au-delà de ça, le Direct Response Marketer devient, entre parenthèses, un petit peu le créateur. Et moi, je pense que l'année 2025, ou du moins c'est ce qu'on va voir chez J7, je pense qu'on va vivre un moment où est-ce que pour la première fois, il va y avoir une symbiose quasi
parfaite, je dirais, entre le créateur et le direct response marketer. Même à se poser la question de savoir à un certain point qui va vraiment diriger le compte. Je pense qu'on n'est pas là encore, mais c'est juste pour donner un peu une vision sur où est-ce que les choses s'en vont. On vit dans un monde maintenant où est-ce que la plupart des choses qui doivent être faites manuellement, on peut les déléguer et on est davantage dans un monde d'artistes maintenant où est-ce qu'on peut penser, visionner des choses, avoir des idées en tête et laisser les machines le faire un petit peu à notre place, que ce soit dans des traitements de texte, que ce soit dans des présentations PowerPoint, que ce soit dans du reporting, que ce soit dans de la création de contenu. Et je pense qu'on arrive vraiment à cette symbiose-là 2025 qui va se mettre en place, cette synergie entre le direct response marketer et le créateur. Les deux ne vont faire que un, je crois, très rapidement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand tu regardes un peu les avancées, ce que tu vois même sur LinkedIn, sur YouTube, des agences qui commencent un peu à tout automatiser. Tu sais, avant, on disait, écoute, si tu es un bon media buyer, c'est aussi un stratège créatif. Même aujourd'hui, ce rôle de stratège créatif, j'ai l'impression qu'il tend à être automatisé, puisqu'aujourd'hui, tu peux avoir une AI qui va analyser ton reporting créa, te dire quels créas sont les top performers, lesquels sont les low performers, quels sont les points communs entre ces top performers et ces low performers. Tu peux leur donner 5 concurrents, leur donner le lien à la bibliothèque Luster Meta, l'intelligence artificielle, un chat GPT ou quel qu'il soit, que tu l'entraînes ou que tu l'entraînes pas, il peut quand même déjà tout doucement te donner des tendances, des recommandations. Et je trouve que même ça, tu vois, ça commence à être automatisé. Tu as parlé aussi de la simplification du compte, du fait des options Advantage Plus. Je ne sais pas toi, mais nous, on a pas mal de comptes où finalement, le compte va avoir 2 ou 3 campagnes, une Advantage Plus Shopping, une campagne de test, une campagne de retargeting éventuellement. Et c'est déjà pas mal. Après, quand tu as un compte sophistiqué, il va avoir une structure où tu vas avoir des campagnes par persona ou par gamme de produits. Donc, ça va être un peu plus complexifié. Mais on se parle de comptes qui dépensent 50 000 euros par mois sur Meta, voire plus. Et donc, on a finalement moins que ceux qui dépensent 5 000 ou 10 000. Et tu vois, quand je vois toutes ces avancées-là, quand je vois tous ces changements, je me dis, mais à quoi vont ressembler les agences de media buying dans 2028 ou 2027 et à quoi va ressembler le rôle du media buyer? Je pense que poser la question, c'est y répondre un peu. C'est-à-dire que à un certain point, on pourra peut-être juste dire que le media buyer n'existe plus dans un contexte où est-ce que comme l'achat média sur des plateformes traditionnelles n'existe plus exactement comme il existait auparavant. Je pense qu'il va y avoir simplement une évolution qui se met en place, mais c'est intéressant parce que globalement, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. N'importe quel métier en ce moment qui est impacté par l'intelligence, intelligence artificielle, qui est à peu près littéralement n'importe quel métier dans le savoir, doit se réinventer avec une amélioration considérable sur sa valeur ajoutée. Donc, souvent, ce qui est remplacé en ce moment dans le métier du savoir, ce sont les choses qui sont plus simples, plus faciles à faire, plus automatisables, et les choses qui encore, on a quelques années encore devant nous avant qu'on soit totalement inutiles, qui ne sont pas encore totalement remplacées, c'est l'aspect un petit peu plus haut niveau d'analyse globale. Donc, je crois que le rôle, pour revenir à ta question de ce direct response marketer, de ce media buyer-là, vient un petit peu dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire être capable de comprendre la dynamique financière. Sera-t-il ou ne sera-t-il pas la personne qui sera en charge de la vision créative à définir? Je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation autour de ça en ce moment. Même moi, en toute transparence, Danilo, je ne peux pas répondre à ça. Oui. On a une certaine approche qu'on prend en ce moment chez J7 par rapport à la création de contenu. Je crois tout de même que la bonne réponse à ça, c'est un mix de quelqu'un qui est très orienté data et un mix d'une personne qui est très orientée création. Il y a plusieurs termes qu'on donne souvent à ces personnes-là, mais je pense que peut-être qu'à travers le temps, un de ces deux métiers-là va peut-être prendre encore plus de place parce que si tu prends un pas de recul sur ce qui s'est déroulé, regarde la publicité traditionnelle. Comment la publicité traditionnelle a toujours fonctionné? La publicité traditionnelle a fonctionné sur un chargé de projet qui pouvait arriver dans un contexte d'agence, qui discute avec son client et qui met en place un plan média. Un plan média qui va avoir de la pub à la télévision, qui va avoir de la pub dans les journaux, qui va avoir de la pub sur des billboards. Et ultimement, quand le plan média va avoir été conçu, on va appeler ces différentes plateformes-là et on va acheter du média chez eux. On va leur dire, on veut apparaître pendant un match de foot, on veut apparaître sur l'autoroute, peu importe c'est quoi. Donc, le media buying en soi se faisait de manière différente. Il y avait plus ce qu'on pourrait appeler de la planification média. Et par la suite, le nerf de la guerre se faisait au niveau de la création de contenu de la personne qui est en charge de ce mandat-là. Donc, de se dire, ça va être quoi notre message? Ça va être quoi notre angle d'attaque? Et c'est ça qui allait définir si la campagne allait être bonne ou non. C'était pas le petit paramétrage ou bon. Donc, j'ai l'impression qu'on
il y a comme un cycle qui se fait, on retourne un peu à ça sous une certaine forme, et je pense que c'est peut-être davantage là que ce rôle de planification média-là se met en place, d'où l'idée d'être excessivement bien perçu par rapport à votre client concernant la dynamique financière, les structures, avoir une vision peut-être un petit peu plus 360 des investissements qui doivent être mis en place, comprendre c'est quoi une business qui est en santé, et ultimement, comme je te dis, il y a ce gros point d'interrogation-là sur le rôle du créatif ici. Ouais, il y a énormément de choses sur lesquelles je veux rebondir. Bah, déjà, tu parlais des rôles. C'est vrai que tu m'avais dit la semaine dernière quand on discutait en off, donc pas en podcast, où tu me disais, écoute, moi, mon media buyer, je ne le vois pas forcément avoir 3 casquettes, une casquette de technicien, une casquette de creative strategist, donc qui va analyser la data, qui va donner ensuite des idées de créa, qui vont ensuite être produites par des créatifs, de créatifs purs, et également être conseiller financier. Donc ça, c'est le premier point. Donc toi, ta conviction aujourd'hui, c'est que les deux doivent être séparés. Tu vas avoir ton media buyer qui est plutôt sur le côté croissance, financier, éventuellement gérer la planification média. Et tu as ton créatif derrière qui va lancer la machine à idées et qui va lancer les productions. C'est comme ça que toi, tu vois les choses? Ben, au moment où on se parle, c'est un peu comme ça que les choses sont mises en place chez nous. Par contre, je te mentirais de penser que tout va rester continuellement comme ça. Je crois que ma vision puis ma conviction profonde, c'est que le créatif doit devenir quelqu'un beaucoup plus en charge dans le travail. C'est-à-dire qu'à un certain point, le créatif ou le créateur ou le concepteur, peu importe le nom qu'on lui donne, doit avoir une certaine part de responsabilité, autant que le media buyer ou le direct response marketer a une part de responsabilité si les campagnes fonctionnent au moment où on se parle. Pour moi, c'est simplement quelque chose de logique. Si on est capable de simplifier que l'indicateur, ou plutôt la variable la plus importante pour faire fonctionner un compte de pub à la fin de la journée va être un créatif, que ce soit un créatif publicitaire, un créatif sur une page d'atterrissage, un créatif sur une offre, un créatif sur un email. Si on considère que l'élément créatif devient à ce jour la variable la plus importante, selon moi, ce créatif-là ou ce créateur-là doit avoir une part de responsabilité. Et c'est beaucoup là-dedans que je suis en train de travailler en ce moment avec mes équipes, c'est de tracer, je te dirais, un petit peu ce rôle-là. Je pense que beaucoup de gens ont des termes par rapport à ce rôle-là, ont des visions par rapport à ce rôle-là, mais personne n'a été capable, au moment où on se parle, de vraiment être capable de définir une vision absolue par rapport à ce rôle. Et tu vois, c'est là qu'il y a place à l'innovation ici. C'est là que ça peut amener des opportunités qui sont exceptionnelles. Et nous, on voit cette opportunité exceptionnelle-là. C'est-à-dire que la dynamique créative qu'on avait avec nos équipes internes il y a 3, 4, 5 ans de ça, c'était quelque chose que nos clients n'avaient pas chez eux. Ils n'avaient pas d'équipe de création. Je te ramène maintenant 5 ans plus tard, la majeure partie de nos clients chez nous ont des petites équipes de création qui ressemblent à nos équipes qu'on a chez nous. Donc là, la question qu'on se pose maintenant, qu'est-ce que nous, on peut offrir qu'eux n'ont pas? Et ça devient une question qui est excessivement pertinente, intéressante, puis je dirais même excitante. C'est-à-dire, tu veux être cette entreprise-là qui va être capable de trouver l'innovation qui doit être faite pour amener le tout à un autre niveau. Et je pense que c'est là que le marché est en ce moment. On est dans un contexte de changement comme plusieurs catégories avec l'intelligence artificielle. À nous de se poser les bonnes questions pour arriver avec les bonnes réponses. Bah, c'est ça que tu m'avais dit. Et c'est vrai que quand tu y penses, regarde, tu vas sur Instagram, tu te promènes. Je sais pas toi, moi des fois je vois des agences ou des freelancers qui veulent te vendre des templates de créa statique sur Canva. Donc s'ils nous vendent des templates, ça veut dire que potentiellement le client peut acheter les templates et le faire lui-même. Donc en effet, comme tu dis, quelle est notre plus-value si les concepts, le client peut les reproduire? Est-ce que notre plus-value, c'est de faire un concept qui est plus complexe, mais on sait que complexité ne veut pas dire forcément plus performant? Ou est-ce que notre plus-value, c'est de trouver les bons messaging? Et on sait que trouver les bons messages, les bons axes, c'est un travail essentiellement de test. Et c'est ça que j'allais rebondir tout à l'heure quand tu disais, écoute, on revient dans un cycle où la créa, c'est le plus important, sauf qu'il y a 50 ans, tu ne pouvais pas tester tes messages. Or là, tu peux les tester. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, non, absolument. Puis je pense que l'important, c'est de trouver de la valeur où est-ce qu'il y en a. C'est-à-dire que s'il y a moins de valeur à un certain endroit aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années, pas de souci, il y a de la valeur ailleurs. Et pour moi, je ne pense pas que c'est la fin des agences médias ou de quoi que ce soit. J'achète pas cette vision-là, mais je pense que n'importe quelle entreprise doit se réinventer au moment où on se parle. On est dans un contexte de réinvention. On doit être courageux. On ne doit pas accepter le statu quo. On doit se poser les bonnes questions. Et en toute transparence, tu vois, j'ai fait quelques cycles comme ça. En J7, on est en affaires depuis 2012. Donc, on a vu des cycles. On a vu plusieurs cycles même. Et celui-là, en toute transparence, je trouve que c'est peut-être un des plus excitants parce que tu n'as jamais eu autant d'outils à ta disposition pour innover. Et ça, je pense que c'est
c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que tu peux créer et tu peux produire plus. C'est ça que j'ai été dire. C'est ça la clé. Et c'est le rêve de n'importe quel direct response marketer, être capable de ne pas avoir de limite sur la création qu'il peut faire. Moi, c'est ça que j'allais te dire, c'est qu'aujourd'hui, le game sur Meta, et j'entends beaucoup aux US, c'est volume, creative volume, en tout cas volume créatif. Tu dois en quelque sorte produire le plus de volume de créa possible pour les tester. Mais qui dit volume, dit que tu as besoin soit d'être aidé par l'intelligence artificielle ou d'avoir des plus grosses équipes. Or, tu le sais, avoir des plus grosses équipes, ça coûte cher, à la fois pour les entreprises et pour les agences. Donc, inévitablement, tu es obligé d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour te faciliter le travail en termes d'idéation, d'itération de messages ou même de production. Donc, je pense que c'est là-dessus, selon moi aussi, que tu peux te différencier, non seulement sur la partie testing, intelligence stratégique sur les types de messages à tester et comment les identifier, mais aussi en termes de production et à quel point tu es capable de produire en quantité de la créa, mais à un coût pas très élevé. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et par la suite, que tes contenus soient fonctionnels. Et ça, je pense que c'est un truc qui est pas assez compris. Et je reviens au point que j'ai dit plus tôt, la responsabilité. Je pense qu'à un certain point, on va considérer qu'un media buyer est bon quand on peut voir qu'il a un certain track record de résultats et que ses comptes vont dans la bonne direction. Moi, selon moi, on va être obligé très, très bientôt d'amener ce même niveau de responsabilité-là avec un créatif. Combien de publicités gagnantes as-tu été capable de créer dans le dernier mois ou dans les derniers 60 jours? Et ça va ensemble, c'est-à-dire que on n'a pas le choix de changer un petit peu les métriques d'analyse puis de calcul dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est inévitable, mais jamais j'aurais pensé pouvoir te dire ça il y a 3 ans. Parce que c'était pas assez sophistiqué pour arriver à ça nécessairement. Bien entendu, on créait dans une optique de générer des résultats. Mais j'avais pas autant de data, autant d'intelligence, autant de compréhension pour être capable de dire aujourd'hui, c'est la métrique sur laquelle que je te juge. Mais je pense que dans les prochains mois, prochaines années, le créateur va devoir répondre de ses créatifs comme le media buyer répond de ses résultats. Oui, c'est ça, le media buyer, en gros, c'est l'indicateur clé, ça va être la croissance, ça va être le ROI, ça va être le CPA, alors que le créatif, c'est le nombre de winning ads qu'il a réussi à générer, à créer, Absolument. à décliner. Et toi, tu le mesures déjà? Est-ce que tu as déjà une façon de le mesurer au sein de tes équipes? Dire, tiens, chaque créatif, vous devez générer tant de winning ads par contre? Comment tu vois ça? On n'est pas là encore. Je te dirais que ça serait l'Eldorado de te dire qu'on est là, mais on est dans un début de processus de la sorte qui est commencé depuis un bon bout de temps. Déjà, on a bâti énormément d'outils pour nous aider à construire un peu cet écosystème-là. Et c'est notre gros projet de 2025, même je te dirais Q1, Q2, tout est relié vraiment là-dessus, à changer un peu le paradigme, à changer où est-ce que la responsabilité est mise sur les épaules de l'un comparativement à mise sur les épaules de l'autre. Et vraiment intégrer cet aspect de responsabilité et d'accountability à l'entièreté de nos équipes. C'est-à-dire, on vit dans un monde qu'on peut suivre, on vit dans un monde qu'on peut calculer, on vit dans un monde qu'on peut analyser. Il ne peut pas uniquement y avoir une partie de tes équipes qui sont prises en charge de ça. Les deux parties de tes équipes doivent avoir un acte de responsabilité par rapport à tout ça. Donc, c'est des discussions, c'est des réflexions dans lesquelles on est en ce moment. Ouais, c'est pas évident et ça me refait penser à ce qu'un client m'a demandé il y a quelques mois, assez sophistiqué en ad, il me dit, Danilo, comment tu objectives le travail, la performance de tes créatifs? Parce que lui, il était en train de créer son studio créé en interne et je lui dis, écoute, principalement sur base du ROS et des CPA de ses créas. Et il me dit, pourquoi tu regardes pas sur base du CTR ou sur base du hook rate? Et je dis, écoute, j'ai pas forcément pensé, mais en effet, la performance d'une créa, le coût d'acquisition ou le ROS, il est quand même relié au taux de clic, et au hook rate, si c'est une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est que généralement, une bonne créa, dans la majeure partie des cas, elle a un bon CTR, un bon hook rate. Tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Je pense qu'il faut, comme je te dis, il faut traiter le tout de la même façon, de plus en plus. Et la première question à se poser, c'est de se dire, est-ce que tu vas demander à un media buyer s'il fait un bon travail, s'il y a un bon CTR sur ses pubs et un bon CPC? Il y a 9 chances sur 10 que la réponse soit non. Donc, je pense qu'il y a 2 types de métriques qui sont importantes, les métriques fondamentales et les métriques de proxy. Donc, les métriques fondamentales sont les métriques qui font avancer l'entreprise. Si ton système de tracking est bien mis en place, tu as une bonne dynamique sur ton attribution et tu es capable de bien suivre sans l'ombre d'un doute, si une créa X génère la conversion Y, à la base, ton créatif, je le répète, doit avoir tranquillement la même responsabilité que ton media buyer. C'est ça la métrique qu'il doit suivre. Par la suite, à savoir pourquoi une pub est plus performante qu'une autre, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle un petit peu plus les métriques de proxy. Donc oui, comme tu as mentionné, les CTR sur les liens, les hook rates,
Argumentablement, tu pourrais regarder aussi tes CPM pour voir s'il y a un pays qui est plus performant qu'un autre. Donc, toutes ces métriques de proxy-là vont être importantes à mettre en place, j'en conviens, mais on ne peut pas les analyser sans isoler à la base notre métrique fondamentale qui est notre coût par conversion. 100%. Ouais, non, t'as pas de choix. T'as pas de choix. Je pense que c'est des métriques qui expliquent la perf, mais tu peux pas obliger un créatif à faire les ads qui génèrent le meilleur CTR ou le meilleur hook rate. Et je trouve que c'était une question complexe à répondre, même si elle était totalement logique et sensée. Pour revenir peut-être terminer là-dessus, sur ce sujet-là, admettons que tu veux recruter des creative strategists, peu importe qu'ils fassent l'analyse créa et qu'ils produisent ou qu'ils le fassent en tant que media buyer et qu'ensuite ils délèguent la production à des indépendants ou une équipe de création, graphiste, motion designer. C'est quoi les skills, comment tu les testes, comment tu recrutes ces personnes, comment tu les trouves, quelles questions tu leur poses pour connaître un peu leurs compétences. Et je trouve vraiment que c'est une bonne question parce que c'est des métiers qu'on recherche aujourd'hui. Ouais, ben, je pense qu'il y a plusieurs réponses à donner à ça. Le premier point que je vais mentionner ici, c'est que si vous pensez que des creative strategists vont postuler chez vous demain matin, qui ont déjà tout compris de cet environnement-là puis qui sont les meilleurs au monde, soyez pas trop naïfs. C'est un métier qui est en train de naître, c'est un métier qui est nouveau. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu beaucoup de gens être capables de réellement maîtriser ça. J'ai vu des gens comprendre le tout, mais bien maîtriser ça sur du volume, c'est autre chose. Donc ça serait la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais par rapport à ça, c'est que si tu as à regarder et peut-être hypothétiquement engager un creative strategist qui postule chez toi en se présentant comme creative strategist, les métriques qu'on veut regarder, ou pas les métriques, je dirais, mais c'est peut-être plus la manière qu'il va analyser le créatif à la base. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui est très orientée sur qu'est-ce qu'un bon design, qu'est-ce qu'un bon motion design, qu'est-ce qu'une bonne publicité. Et il y a l'autre école de pensée qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est fonctionnel. Et quand on parle de qu'est-ce qui est fonctionnel, Danilo, je pense que c'est là vraiment que je veux voir où est-ce que la personne se situe. Parce que moi, ce qui m'importe en ce moment, c'est davantage quelqu'un qui parle le langage des chiffres et par la suite qui est capable d'adapter son créatif autour de ça, que quelqu'un qui parle le langage d'un beau créatif sans nécessairement qu'il soit fonctionnel. Et ça, je pense que c'est une problématique qu'on a eue dans notre entreprise et que beaucoup de gens ont vécu. Et faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Les personnes vont uniquement être bonnes si on est capable de les former en conséquence. Et nous, c'est là notre mandat en ce moment chez J7 avec nos équipes, avec nos académiciens. C'est comment peut-on aider les gens à devenir des personnes qui comprennent bien le créatif et qui, par la suite, sont capables d'en créer en conséquence. Donc, moi, je veux davantage voir où est-ce que l'instinct va et suite à où est-ce que l'instinct va, quand on lui donne les outils d'analyser, qu'est-ce qu'il nous propose et pourquoi il nous les propose. Parce que moi, je dis tout le temps ça à mes équipes. Si la publicité n'est pas fonctionnelle, en toute transparence, ça ne me dérange pas tellement. Ce qui va me déranger, c'est l'argument que tu vas me donner de pourquoi tu pensais qu'elle était fonctionnelle. Okay. Ou qu'elle aura pu être fonctionnelle. L'argument va dicter si, selon moi, tu as fait un bon ou un pas bon travail. Si tu me fais un argument béton qui s'explique et que la publicité, finalement, ne fonctionne pas, bien, c'est la vie. Mais si, d'un autre côté, ta publicité fonctionne puis tu peux pas m'expliquer pourquoi elle fonctionne, là, tu as mal fait ton travail. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important parce que si tu n'es pas capable de comprendre pourquoi quelque chose fonctionne, tu ne pourras pas le répéter par la suite. Donc, ces points-là sont vraiment ce que je regarde avec quelqu'un en création en ce moment. Ouais, je comprends totalement. C'est à la fois de la réflexion, de l'analyse, de la logique, et c'est pas juste suivre son instinct, de se dire ça me paraît, c'est beau, c'est joli, le message il est impactant, du coup ça devrait potentiellement marcher. Et on sait que je trouve que le métier de creative strategic, c'est un métier de scientifique, à la limite. Ben, ça va tranquillement devenir le métier le plus important. Et je pense que, ouais. Non, j'allais dire, en parlant avec toi, je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas un creative strategist, mais qui ne fait que ça de ses journées? Toi, qui ne gère pas de compte, qui ne fait pas de prod créa, mais qui ne fait que ça de ses journées, et qui travaille sur nos plus gros comptes, sur lesquels il y a des plus gros investissements. Je suis en train de me demander, est-ce que ça fait sens d'avoir ce rôle-là? Ou éventuellement, qui sait faire éventuellement des productions sur des outils comme, tu sais, des Canva, des outils un peu plus simples d'utilisation. Je ne pose cette question-là comme ça, mais je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne sais pas si tu l'as déjà posé, toi, de ton côté. Ben, écoute, je pense que ça ouvre la porte à un nouveau rôle. Ça ouvre la porte à un nouveau rôle. Puis pour moi, c'est ça l'année 2025 en media buying. Ça va être la symbiose, la synergie vraiment qui va se mettre en place. On a tous vécu certains environnements de la sorte dans le passé. Mais là, j'ai l'impression cette année, avec tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau des automatisations, c'est l'année autour de ça. C'est l'année autour de ça. OK. Peut-être une dernière question pour toi, rien à voir avec ce qu'on s'est dit là, mais enfin, avec sur la partie créa.
comment une entreprise peut planifier sa croissance avec la publicité en ligne? On sait qu'aujourd'hui, se baser sur un budget à investir, un ROS, c'est plus suffisant. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises ou des façons de réfléchir pour aider tes clients à mieux planifier et anticiper leur croissance? Ben, c'est sûr que tu m'ouvres une porte assez intéressante ici, Danilo. On a bâti un outil dans les 18 derniers mois que j'invite peut-être ton audience à aller regarder. L'outil s'appelle datablaster.io, donc datablaster.io. En toute transparence, Danilo et moi, c'était même pas préparé qu'on parle de ça, donc mais je le mentionne aujourd'hui. C'est un outil qu'on a bâti pour du reporting. Nous, chez J7, on a bâti plusieurs outils dans le passé pour nous aider à faire des planifications budgétaires très scientifiques, si je reprends ton mot plus tôt. On utilise des outils comme des fondations financières, puis la vérité, c'est que la croissance, c'est pas tellement complexe. C'est difficile d'atteindre cette croissance-là, mais la planifier, la comprendre, c'est pas tellement complexe. C'est-à-dire que une organisation en ligne, si je reprends le terme que tu m'as demandé, mais je pourrais le faire avec n'importe quel type d'organisation, essentiellement, elle va faire des revenus de deux manières. Elle va faire des revenus avec des nouveaux clients et elle va faire des revenus avec des clients existants. Et votre mandat en tant que Direct Response Marketer est de comprendre la dynamique entre les deux. C'est-à-dire, est-ce que je fais davantage des revenus avec des nouveaux clients ou je fais davantage des revenus avec des clients existants? Nous, chez J7, on appelle ça le ratio d'exercice. Ton ratio d'exercice est ton revenu de nouveau client divisé par ton revenu de client existant. Ouais. Si vous avez un ratio d'exercice en bas de 1, vous avez une très belle santé financière. Si vous avez un ratio d'exercice au-dessus de 3, au-dessus de 4, pas nécessairement que votre entreprise va mal, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de générer de la profitabilité à travers le temps parce que vos clients ne réachètent pas. Donc, nous, en termes de métriques, là, ça, c'est la première chose qu'on regarde. Et par la suite, s'installent d'autres types de métriques qui vont être très importantes à regarder. Le nombre de nouveaux clients que tu vas aller chercher, le budget publicitaire que tu vas investir pour aller chercher ces clients-là, le coût pour aller chercher ces nouveaux clients-là. Et la chose également par la suite, le plus importante, c'est tes pourcentages d'acquisition d'un mois à l'autre et tes pourcentages de vente d'un mois à l'autre. Quand tu prends toutes ces métriques-là, il y en a 12, nous, qu'on regarde. C'est comme ça qu'on est capable de bâtir une bonne planification financière, ce qu'on appelle une fondation financière. Ouais, tu as été sur pas mal de sujets différents. Donc, écoute, je vais essayer de simplifier pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est vrai qu'en effet, avec un ratio d'exercice de 4, ça veut dire que sur 1 euro généré, tu en génères 25 centimes chez des clients existants. Donc, ça veut dire Absolument. Que tu es très dépendant de ton acquisition et que donc tu veux grossir. Tu dois être toujours aller chercher des nouveaux clients. Tu dois investir du budget. Tu sais que chaque année, et je pense que vous en avez parlé sur votre podcast, le coût de la publicité augmente. Donc, ça veut dire que potentiellement, ton coût d'acquisition augmente, sauf si tu arrives à améliorer tes taux de conversion et ton panier moyen. Et c'est vrai que tout ça fait que vous êtes extrêmement dépendant de l'acquisition. Et c'est vrai que c'est là où je vais t'amener, c'est que je trouve que la dynamique d'investissement et de stratégie publicitaire va être totalement différente selon ce ratio d'exercice et selon la proportion que vous faites sur des nouveaux clients ou des anciens clients. Et c'est vrai qu'on le remarque beaucoup chez nos clients. On en voit certains où ils peuvent avoir des croissances très agressives parce que aussi ils ont beaucoup de revenus de clients existants. Et du coup, ils peuvent se permettre de payer plus pour un nouveau client. Oh, et puis ça revient à des fondamentaux de se dire, est-ce que ton produit est assez bon que les clients ont envie de le réacheter? Ouais. Et des fois, il y a des entreprises qui sont plus difficiles que d'autres. Si je prends une entreprise qui vend des matelas, des matelas, tu n'en achètes pas tous les jours. Donc, il y a peut-être d'autres manières de s'y prendre. On est d'accord, mais c'est pour dire ça, c'est des métriques qui sont importantes à comprendre. Et on revient un peu au rôle. Qu'est-ce qu'il va faire le Direct Response Marketer? Qu'est-ce qu'il va faire le Media Buyer? Tu vois, il va faire ça. Il va être capable de comprendre comment qu'une business va faire de la croissance, comment qu'une business peut se structurer. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a énormément de valeur perçue en ce moment sur ça. Nous, on le voit avec nos clients quand on démontre une fondation financière qu'on utilise depuis plusieurs années. On voit les yeux de nos clients. Wow, OK, il y a des choses que je ne connaissais pas ici. Comment ça, vous travaillez avec ça? Mais parce qu'on sait que c'est ça qui va nous amener à faire de la croissance. C'est qu'encore aujourd'hui, je trouve que ça reste une très bonne plus-value d'avoir ces outils-là. Mais encore faut-il savoir les utiliser et bien les comprendre. Il y a un autre indicateur que personnellement j'aime bien, c'est le New Customer ROS. Parce que tu sais, quand tu regardes ton ROS global, il peut être extrêmement influencé par tes campagnes d'emailing ou par une grosse opération marketing. Alors que ton New Customer ROS, il est beaucoup plus en phase avec la réalité de ton business. Tu peux faire une très grosse opération marketing et du coup augmenter ton ROS global parce que tous tes anciens clients, ils réachètent. Ou tu peux avoir une offre marketing, comme je disais tout à l'heure, qui fait que tu augmentes ton ROS global parce que tu as une super offre sur tes plateformes publicitaires, mais tu n'arrives pas forcément à chercher beaucoup de nouveaux clients et ton New Customer ROS est assez faible par rapport au ROS global. Je ne sais pas si tu me suis. Et je trouve que ça, c'est aussi important de le comprendre et de le regarder. Sinon, tu pourrais investir trop de budget dans des campagnes d'acquisition non performantes. Je pense que ça revient à une chose. Il faut apprendre à compter. Puis souvent, les gens ne savent pas compter, malheureusement. Je vais te donner un exemple très simple. On investit beaucoup en publicité pour notre entreprise.
nous, on va avoir ce qu'on appelle un CAC payback, donc un retour sur notre investissement marketing qui va prendre environ 6 mois. Et ça ne nous dérange pas. On est prêt à investir plus avec ça. On peut bien vivre avec ça. Tu comprends? Et il y en a qui ne comprennent pas ces points-là. Donc, je pense que si vous voulez vous poser des questions où est-ce que vous pouvez amener de la valeur ajoutée en 2025, essayez de comprendre et essayez d'apprendre à compter. C'est ça. Et moi, je te dirais que pour terminer là-dessus, il y a un dernier enjeu et on ne l'entend pas beaucoup, c'est les flux de trésorerie. Parce que c'est bien d'aller à la limite de CAC ou d'aller sur un CAC très élevé, mais si tu n'es pas capable de financer ta croissance, même si tu récupères dans 6 mois ton CAC, grâce à ta LTV qui augmente mois après mois, comment tu fais? Et ça, chaque business est un peu différent. Et je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué chez certains de tes clients, où finalement, au niveau équation, au niveau chiffre, tout va bien. Mais après, au niveau trésorerie, ça ne va pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour financer la croissance. Tu as observé ça? Oui, mais ça revient à une réalité qui est excessivement importante. C'est-à-dire que si tu comprends tes ratios d'exercice et que tu comprends ta dynamique de combien de temps ça va prendre avant que ton argent revienne dans tes poches, il faut aussi que tu comprennes ta dynamique de cash flow, avec quoi que tu peux travailler. Littéralement, ce matin, je faisais faire des examens à nos équipes orientés à une question de la sorte, qui expliquait si un client a un ratio d'exercice qui est orienté à du 4/1 au moment où on se parle et qui investit un certain montant dans le mois, est-ce que le client peut investir plus s'il est limité au niveau de son cash flow? Et une recommandation de notre media buyer, s'il dit à son client d'investir plus, il va en entendre parler de moi. Parce que ça ne fait aucun sens de donner une recommandation de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mixer plusieurs données à l'intérieur de tout ça. Et si votre rôle en tant que direct response marketer, en tant que media buyer, de savoir votre client en ce moment, il est dans quel cycle en ce moment? Est-ce qu'il est dans un cycle de cash flow ou est-ce qu'il a de la trésorerie? Ou est-ce que s'il fait du commerce en ligne, comme je sais que beaucoup de tes clients font et sûrement beaucoup de ton audience, est-ce que ce même client-là est en train de réacheter pour de l'inventaire pour 6 mois? Mais si c'est le cas, il va être beaucoup moins porté à vouloir investir parce qu'il va avoir moins de cash flow. C'est votre responsabilité d'avoir cette information-là. S'il a déjà réacheté son inventaire pour 6 mois, potentiellement, il a moins de cash flow. Absolument. Absolument. Il y a 1 sur 4, il faut voir quand il récupère son argent. Est-ce que c'est dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Il faut juste savoir s'il est capable de, à court terme, être capable de financer de l'investissement et combien de temps que ça peut prendre avant que cet investissement-là devienne rentable. Et est-ce qu'il est capable de paver à cette période-là? Quand tu as beaucoup d'argent dans le compte de banque, souvent tu es capable de le faire, mais des fois tu peux un peu moins le faire. Donc, il y a vraiment cette responsabilité-là. Puis tu vois, c'est là que quand tu commences à investir des gros montants, la sophistication de tes équipes ne peut plus uniquement être sur paramétrer un compte, choisir une audience. Il y a tout cet environnement-là qui devient tellement important. Donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail pour longtemps. Mais c'est à vous, par contre, d'améliorer et d'augmenter le travail et la qualité d'expertise que vous avez. Non, mais c'est tellement pas simple, cette situation-là, de prévoir la croissance et surtout de la matérialiser, excuse-moi. La matérialiser sans que l'entreprise se crache ou soit à court de cash. Top, Antoine, merci beaucoup. Et c'était un dernier mot de la fin pour nous? Pour cette année 2025, je te dis, tu parlais quand même d'AI dans ton dernier podcast. On en a pas mal parlé. Il y a d'autres choses que tu avais remarqué dans ce que disait Meta là-dessus? Ouais, ben bon media buying à tous. Restez à l'affût de ce qui est en train de se dérouler. Il y a des choses qui changent. C'est correct, ça fait partie du jeu. Mais là, c'est pas le temps de s'endormir. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se dérouler. Allez, merci Antoine. C'était un plaisir de t'avoir. Je te dis à très bientôt. Salut. Allez, à plus.